Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'apport en nature. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner une définition de l'apport en nature, je vais vous expliquer en quoi consiste l'apport en nature. Ensuite, on verra ensemble qu'il existe 3 types d'apports en nature. Et puis enfin, on parlera de l'évaluation des apports en nature. Juste avant de commencer cette vidéo, sachez que si vous voulez réviser efficacement le droit des sociétés, eh bien vous pouvez télécharger mon pack de fiches en droit des sociétés. Qu'est-ce que c'est que ce pack de fiches? C'est tout simplement un pack qui comprend 20 fiches, claires et synthétiques, qui résument parfaitement la matière. Et donc, si vous voulez réviser efficacement cette matière de droit des sociétés, et si vous voulez mieux comprendre la matière, ce pack de fiches va vraiment beaucoup vous aider. Et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, c'est parti, on attaque la vidéo. Alors, avant de donner une définition de l'apport en nature, il faut le replacer dans son contexte. On sait que, pour qu'une société soit formée, les associés doivent effectuer des apports à la société. Et les associés peuvent effectuer 3 types d'apports à la société. Ils peuvent effectuer un apport en numéraire, ou alors un apport en nature, ou bien un apport en industrie. Et en ce qui concerne ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'apport en nature, on peut définir l'apport en nature comme l'apport de tout bien, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est l'apport en nature? Il s'agit de l'apport à la société de tout type de bien, autre que du numéraire, c'est-à-dire autre qu'une somme d'argent. L'apport en nature se distingue de l'apport en numéraire, puisque l'apport en numéraire consiste à apporter à la société une somme d'argent, tandis que l'apport en nature consiste à apporter à la société un bien qui n'est pas du numéraire, qui n'est pas une somme d'argent. Et ce bien, comme je vous l'ai dit, ça peut être un bien corporel ou bien un bien incorporel. Ça peut être un bien mobilier ou bien un bien immobilier. Il y a énormément de biens qu'il est possible d'apporter en apport en nature, et on peut citer comme exemple, bien évidemment, un immeuble, ou bien un fonds de commerce. Et donc là, un fonds de commerce, il s'agit d'un bien incorporel. Ça peut être également un brevet, une marque, ou bien une clientèle. Donc là encore, on est dans des biens incorporels. Et ça peut être également du matériel, un ordinateur, ou encore par exemple une voiture. Et donc là, il s'agit de biens corporels. Alors, comme je vous l'ai dit, les apports en nature, ils ne consistent pas dans l'apport d'une somme d'argent. Toutefois, les apports en nature doivent pouvoir faire l'objet d'une évaluation en argent, puisque l'apport en nature participe à la formation du capital social. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le bien que l'associé apporte à la société va figurer parmi les actifs de la société, de sorte que sa valeur monétaire est une composante du capital social. Sa valeur monétaire entre et fait partie du capital social. Et en échange, l'associé qui a apporté le bien va recevoir des droits sociaux de la société correspondant à la valeur de son apport. Donc c'est-à-dire qu'il va recevoir soit des parts sociales, soit des actions, en fonction du type de société, qui correspondent à la valeur de son apport. Et c'est pourquoi il est nécessaire que le bien qui fait l'objet d'un apport en nature puisse être évalué. Et concernant cette évaluation, on en reparlera plus tard dans cette vidéo. Mais pour l'instant, on va voir qu'il existe 3 types d'apports en nature. Donc l'apport en nature peut être effectué soit en pleine propriété, soit en jouissance, soit en usufruit. Commençons avec l'apport en pleine propriété. L'apport en pleine propriété consiste à transférer la propriété du bien à la société. Donc concrètement, la propriété du bien est transmise par l'apporteur à la société, c'est-à-dire que le bien quitte
le patrimoine de l'associé apporteur pour se loger dans celui de la société. Et donc le bien va être mis à la disposition effective de la société jusqu'à sa dissolution, et la société dispose alors de toutes les prérogatives qui sont attachées au droit de propriété. Elle peut donc utiliser le bien, le louer, en percevoir les fruits, et également en disposer. Elle a tous les attributs qui sont attachés au droit de propriété. Ensuite, on a l'apport en jouissance. L'apport en nature peut également être effectué en jouissance. Et donc ici, avec l'apport en jouissance, il s'agit de mettre temporairement le bien à la disposition de la société, mais il n'y a pas transfert de propriété. Donc, contrairement à l'apport en pleine propriété, avec l'apport en jouissance, il n'y a pas de transfert de propriété. Et avec l'apport en jouissance, la société, elle ne se voit pas conférer de droit réel sur le bien. Elle se voit conférer, contrairement à l'apport en pleine propriété, elle se voit conférer seulement un droit personnel. Un droit personnel contre l'associé apporteur qui s'engage à mettre le bien à la disposition de la société. Et en vertu de ce droit personnel, la société peut utiliser le bien pour la durée prévue, mais bien évidemment, elle n'en est pas le propriétaire. Elle ne peut donc pas disposer du bien. Et puis enfin, troisième type d'apport en nature, on a l'apport en usufruit qui permet à la société d'acquérir seulement l'usufruit du bien. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Vous savez qu'il y a trois attributs qui sont attachés au droit de propriété. D'abord, le droit d'utiliser la chose. Ensuite, le droit de percevoir les fruits de la chose. Et enfin, le droit de disposer de la chose. Et avec l'apport en usufruit, l'associé apporteur va apporter à la société seulement le droit d'utiliser la chose et également le droit de percevoir les fruits de la chose. Et lui, l'associé apporteur, il va conserver la nue propriété du bien, c'est-à-dire qu'il va conserver le droit de disposer de la chose. Donc concrètement, ici, le droit de propriété est démembré et l'associé apporteur conserve la nue propriété du bien et l'usufruit, quant à lui, est transféré à la société, ce qui permet à la société de pouvoir utiliser le bien et également d'en percevoir les fruits. Donc tout comme dans l'apport en pleine propriété, la société se voit conférer un droit réel sur le bien, mais cette fois-ci, ce n'est pas le droit de propriété, c'est un droit d'usufruit. Et également, l'apport en usufruit se distingue de l'apport en jouissance, puisque l'apport en jouissance consiste à conférer à la société un droit personnel et non un droit réel, et ce droit personnel permet seulement à la société d'utiliser le bien et non d'en percevoir les fruits. Voilà donc pour les trois types d'apport en nature. Maintenant, on va s'intéresser à l'évaluation de l'apport en nature. Comme je vous l'ai expliqué précédemment dans cette vidéo, l'étendue des droits sociaux qui sont accordés à l'associé apporteur en contrepartie de son apport dépend de la valeur du bien apporté. Et donc, naturellement, il peut être tentant pour un associé de surévaluer son apport en nature afin d'obtenir plus de droits sociaux et donc plus de poids dans la société. Et c'est pour ça qu'il est très important que l'apport en nature soit correctement évalué, et pour ce faire, il existe différents garde-fous. D'abord, dans les sociétés à risque limité, donc c'est-à-dire les sociétés par action et les SARL, donc ça va inclure les sociétés anonymes, les sociétés par action simplifiées et puis évidemment les SARL, eh bien dans ces sociétés-là, les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation par un expert qui est le commissaire aux apports. Cet expert, il est nommé par les associés ou par le juge. Donc il faut une évaluation des apports en nature par le commissaire aux apports. En revanche, il est important de préciser que dans les SARL et dans les SAS,
Les associés peuvent décider à l'unanimité d'écarter le recours au commissaire aux apports. Pour ça, il faut deux conditions. Premièrement, il faut que la valeur de chaque apport en nature soit inférieure à 30 000 euros. Et deuxièmement, il faut que la valeur totale des apports en nature soit inférieure à la moitié du capital social. Mais le principe, c'est que dans les sociétés à risque limité, il faut une évaluation de l'apport en nature par un commissaire aux apports. Ensuite, autre garde-fou, la majoration frauduleuse d'un apport en nature, c'est-à-dire le fait de surévaluer son apport en nature, fait l'objet d'une sanction pénale. Il s'agit d'une infraction pénale qui est sanctionnée. Et notamment, la sanction est de 5 ans de prison et 9 000 euros d'amende dans les sociétés anonymes, et de 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende dans les SARL. Et puis enfin, aussi bien pour les sociétés à risque limité que pour les sociétés à risque illimité, c'est-à-dire pour tout type de société, l'associé qui augmente frauduleusement la valeur de son apport en nature peut naturellement engager sa responsabilité civile en raison du préjudice personnel subi par les autres associés. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur l'apport en nature. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a aidé à mieux cerner cette notion d'apport en nature. Et de mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.